Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler de sortie astrale en compagnie de Jérôme Bourgine qui a écrit un livre, La sortie astrale. À tout de suite. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Jérôme Bourgine, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour, oui. Alors, vous avez écrit un livre, Le voyage astral. Pour les personnes qui ne seraient pas sensibilisées à toutes ces choses, qu'est-ce que le voyage astral? Alors, le voyage astral, disons que dans l'inconscient collectif, c'est le voyage en esprit, c'est un voyage dans une autre dimension, c'est l'esprit qui s'échappe du corps et qui va voyager, qui va se promener, soit dans cette dimension, la dimension physique, je dirais concrète, matérielle, soit dans d'autres dimensions. Bon, aujourd'hui c'est un phénomène, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est admis par la psychologie, ou du moins la branche la plus avancée de la psychologie, qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, qui est une psychologie qui va au-delà simplement de l'inconscient personnel, qui a été initiée par des gens comme Jung, Assad Joly, et c'est quelque chose qui est enseigné et étudié dans les pays anglo-saxons, où on a une approche, je dirais, plus scientifique des choses. On est moins cartésien, c'est-à-dire en France, c'est difficile d'avoir des chercheurs qui s'intéressent à ça parce que le voyage astral, le voyage de la conscience hors du corps, pas question. Les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques. Ils ont ce qu'on appelle une attitude scientifique. Ils disent pourquoi pas, étudions, regardons et on tirera les conséquences après. Voilà. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses concrètes dans le voyage astral, notamment dans les NDE, aussi les expériences aux frontières de la mort. Maintenant, d'ailleurs Jean-Jacques Charbonnier en France le dit, on a quand même des preuves. Il dit des preuves, lui, Jean-Jacques Charbonnier. Oui, il y a des preuves dans ce qu'on appelle le domaine des sciences humaines, oui, mais pas dans les sciences pures et dures. Malheureusement, comme tout se passe dans la conscience, c'est-à-dire ce sont des phénomènes dans l'esprit, on peut pas le prouver. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas le prouver physiquement, matériellement. Ce qui fait que la science dure n'admettra pas ça. À côté de ça, évidemment, vous avez tout un faisceau de preuves au niveau sciences humaines, c'est-à-dire des choses qui ont été étudiées et qui permettent de constater que le phénomène n'a rien de quelque chose de farfelu. Notamment, par exemple, on peut parler de cette réalité du phénomène au sens large. Par exemple, le voyage astral est quelque chose, une expérience humaine qui est admise par l'ensemble des cultures de cette planète. 95% des Américains s'y sont intéressés, un chercheur qui s'appelait Shields, 95% des cultures admettent que ça existe. C'est un phénomène qui a été répertorié à toutes les époques, que ce soit en Égypte, en Orient, dans l'Antiquité. Platon en parle, puis ensuite les chrétiens, beaucoup de saints étaient des gens qui avaient cette capacité, parce que voyager en astral, c'est-à-dire pouvoir jouer avec sa conscience, avec d'autres niveaux de conscience, c'est souvent ce qu'on appelait les mystiques étaient capables de ça. On parlait des exploits des mystiques. Je veux dire, toute l'histoire de la chrétienté, des pères de l'Église est truffée de personnes qui étaient capables de faire ça. Et puis, en même temps, la religion catholique mettait une chape de plomb là-dessus, et sur la connaissance. Les femmes, par exemple, qui avaient cette capacité, étaient considérées comme des sorcières, étaient brûlées, donc on n'en parlait pas. Il faisait pas bon en parler, à moins de s'appeler Saint-Augustin ou Saint-François d'Assise, de pouvoir dire qu'on se promenait en esprit, qu'on communiquait avec les animaux, qu'on se biloquait, c'est-à-dire qu'on pouvait être dans deux endroits à la fois, comme c'est attesté par de très nombreux témoignages au niveau des saints.
Et puis à la fin du 17e, il y a eu la Révolution, l'ère des Lumières, c'est la fin de la censure, de la terreur religieuse. Donc on va voir des tas de gens qui vont s'intéresser à ça, qui vont en parler. Je veux dire, Nerval, Goethe, Hemingway racontent leurs expériences. Et puis même en France, on s'était étudié par la médecine, toute l'époque du magnétisme. Mesmer, Rochat, Durville faisaient des expériences publiques à Paris, en faculté de médecine. Oui, on prenait des gens qui avaient cette faculté, cette capacité à passer dans des états de conscience différents, qu'on appelle tout simplement par ailleurs des médiums, pour beaucoup. Et ces gens-là allaient s'extérioriser. On faisait sortir le fantôme, on prenait en photographie les fantômes, avec les moyens de l'époque, fin du 19e, c'était pas terrible, mais il subsiste dans les archives un certain nombre de clichés comme ça, à la Salpêtrière et ailleurs, de gens qui projetaient leurs fantômes. Ça, c'est à la fin du 19e, et on va voir les premiers écrits un peu modernes, et le premier d'ailleurs à écrire là-dessus est un Français qui s'appelle Lancelin, qui a écrit le premier livre sur le voyage astral. Après, il y a des Américains qui s'y sont mis, qui avaient lu les travaux de Lancelin, parce que Lancelin, lui, c'était juste un chercheur, il n'était pas doué pour ça. Mais ça a éveillé la curiosité de gens qui étaient doués pour le voyage astral, pour cette capacité à passer dans un autre état de conscience. Et les plus connus sont Calloway et Muldoon, qui ont écrit, on trouve encore leurs ouvrages, qui ont été les premiers reporters de l'astral, qui parlent de cette fameuse corde d'argent. En France, il y en a un qui a écrit des bouquins géniaux, qu'on trouve encore d'occasion, qui s'appelle Hiram, et qui, lui, va explorer toute sa vie durant cette terra incognita jusqu'au plus haut niveau de l'astral, et mettre en évidence les différentes lois de l'astral, donc je pense qu'on aura l'occasion de parler plus tard. Et puis, il y a la guerre de 14, et la guerre de 14 a été la fin de plusieurs mondes. Notamment, on a arrêté complètement toutes les recherches dans ce domaine-là. On est devenu beaucoup plus cartésien, et ça s'est arrêté. Il faudra attendre ensuite, il y a un grand blanc à la fin des années 50, avec les travaux de ce qu'on appelle, ce qui apparaît à l'époque, des parapsychologues. C'est-à-dire une psychologie qui va au-delà, et notamment les parapsychologues américains, puisqu'anglo-saxons, donc moins fermés à ça, puisque vous savez que en Écosse, par exemple, le fantôme est quelque chose qui est une notion qui est reconnue officiellement. Il y a des itinéraires, des lieux qui sont décidés officiellement comme hantés avec des fantômes. Donc les parapsychologues américains vont s'intéresser au phénomène. Plusieurs, toute cette année qui foisonne dans la transformation des idées, les années 50-60, vous avez Tartt, Ozies, Palmer, qui vont prendre des gens, par exemple, des sujets doués, et qui vont les faire sortir de leur corps en leur demandant d'aller lire une cible dans une pièce à côté. Alors, ils y parviennent, ils y parviennent au-delà de résultats qui statistiquement pourraient s'expliquer. C'est-à-dire que statistiquement, sur une cible qu'ils ne connaissent pas, on pourrait dire qu'ils ont peut-être une chance sur 1000, mais eux, ils vont avoir beaucoup plus de chances que ça. Donc là, on est dans ce fameux dilemme entre science dure et science humaine, c'est-à-dire que les résultats sont valides, mais ne sont pas admis par la grosse science officielle et dure, parce que là, les rationalistes vont dire « Ah ben non, ils sont pas sortis de leur corps, c'est pas possible. » C'est de la télépathie. Donc au moins, ça a eu le bénéfice de faire reconnaître la télépathie. C'est-à-dire que même s'ils sont pas capables d'aller sortir de leur corps pour aller voir ce qui se passe dans la pièce à côté, on admet que leur esprit ait pu saisir l'information qui était dans la pièce à côté. Donc, comme ça n'est pas mesurable, ça n'est pas prouvé. Mais en revanche, de ce côté-là, dans les archives anglo-saxonnes, il y a des tas d'expériences qui montrent qu'en effet, il y a une réalité dans le phénomène. Et puis, en effet, là, plus récemment, de nouveau grâce aux anglo-saxons d'ailleurs, on s'est intéressé via les NDE, un Near-Dear Experience, qui sont une forme de voyage astral. On a eu là, pour le coup, de très nombreux témoignages, et il y a eu un déclic qui s'est opéré, les gens ont commencé à admettre, en parler, etc. Puisqu'on a ce blocage, les gens ont peur de passer pour des gens un peu fous, bien sûr. Moi-même, quand j'ai écrit mon livre, si vous voulez, personne dans ma famille m'a dit, ben non, et puis quand mon livre est sorti, ma sœur m'a dit, bah, écoute, tu sais, j'en ai jamais parlé à personne, mais moi, j'ai fait ça m'est arrivé une fois. Et en effet, statistiquement, on s'aperçoit que c'est très valide. Pareil, les anglo-saxons ont mené des études statistiques pour savoir combien de personnes avaient vécu des expériences de ce type. Et on s'aperçoit qu'en fait, 10 à 25% des gens interrogés ont vécu des expériences hors du corps, des voyages en esprit, des expériences
de conscience modifiée qui va une perception de dimensions différentes. 10 à 25%, c'est pas rien. Bon, et le plus souvent c'est accidentel. Les gens qui sont capables de faire ça. Ma sœur, par exemple, ça lui est arrivé qu'une seule fois. Mais ça représente quand même une quantité de personnes. D'ailleurs, je me souviens que l'an dernier, j'ai donné une conférence à Paris, comme ça, sur le voyage astral, et puis je n'avais pas fait ça depuis assez longtemps, et je me suis dit, bon, je vais avoir le public habituel, des gens qui s'intéressent au phénomène, et pas du tout. En fait, les 3/4 de la salle, c'était des gens qui avaient cette expérience, et qui avaient eu cette expérience, et certaines participantes, ça leur arrivait couramment, elles le faisaient quasi volontairement, et elles voulaient en comprendre un peu plus. Voilà. Au moins, ce qu'on peut dire... à quoi auront servi tous ces travaux, même si c'est pas prouvé scientifiquement de la manière la plus stricte, je dirais, c'est que le voyage astral n'est pas une pathologie. Parce que dans les années 60, c'était les gens qui vivent ça, c'est une forme de folie, ils sont bons informés, etc. On sait maintenant que ça n'est absolument pas de la schizophrénie, ce ne sont pas des hallucinations, donc c'est pas une quelconque sorte de pathologie. Les gens à qui ça arrive sont des gens sains d'esprit, mais le voyage astral ne correspond à aucun état psychologique connu. Ça n'est pas l'état de veille, ça n'est pas l'état du sommeil, et surtout, ça n'est pas l'état de rêve. Parce que ce que vont dire les derniers défenseurs du rationalisme, c'est vos voyages astral, c'est une forme de rêve, c'est onirique, etc. Ça peut être lié au rêve. Il y a un certain nombre de gens qui sont capables de faire des voyages astral à partir du rêve. C'est-à-dire que dans un rêve, on va reprendre conscience. C'est-à-dire que là, ça devient un rêve lucide. Là, il y a un très bon chercheur américain qui a étudié ça. Et de ce rêve lucide, on va pouvoir passer à un véritable voyage astral. Mais l'électroencéphalogramme ne correspond pas du tout à l'état de rêve. Donc, ça n'est pas un rêve. C'est pas quelque chose qu'on a rêvé. En revanche, l'électroencéphalogramme correspond à l'état de la méditation profonde. Quand on a fait des électroencéphalogrammes sur des yogis ou sur des sages indiens qui étaient capables de voyager en conscience et de rentrer très profondément en eux, on avait un électroencéphalogramme qui ressemblait à celui du voyage astral. Voilà. Alors depuis, on n'est pas allé vraiment plus loin en psychologie transpersonnelle, ou même la parapsychologie n'est pas un domaine très porteur. Vous savez que la recherche est en grande partie de nos jours financée par les laboratoires. Oui, tout à fait. Les laboratoires n'ont pas grand-chose à gagner de ce côté-là. Exactement. Donc on n'a pas avancé terriblement. Ce qu'on peut dire, c'est que ça devient quand même, c'est admis que c'est une petite branche de la psychologie évolutive, la psychologie transpersonnelle, qui admet, notamment depuis les travaux de Stanislas Grof, qui avait fait des tas d'expérimentations sur justement le transpersonnel, la façon dont on pouvait rentrer dans des états où on était à la fois soi et les autres, où il y avait, la conscience s'élargissait à une dimension plus importante du cosmos. Depuis Grof, c'est étudié aux États-Unis. Donc, ces états de conscience modifiés font partie du cursus de la psychologie dans les pays anglo-saxons, mais pas chez nous. De ce point de vue-là, si on veut rapprocher l'expérience du monde astral avec l'expérience scientifique, mathématique, physique, notamment la physique quantique qui se rapproche beaucoup, il y a un excellent ouvrage du physicien Régis Dutheil, L'homme super lumineux, qui parle très bien, on comprend très bien que en fait ce tunnel, ce mur de lumière, eh bien c'est tout simplement c'est le voyage à travers les trous noirs, c'est-à-dire on va sortir de la dimension physique et on va passer dans ce monde super lumineux, au-delà des trous noirs, où on passe au-delà de la vitesse de la lumière. Et il dit là qu'on est dans le monde sous-lumineux. Ici, on est dans le monde sous-lumineux, voilà. Tandis que dans le monde super-lumineux, c'est le monde de ce qu'on appelle l'information, et l'information circule à la vitesse de la lumière. C'est le monde astral, ce qu'on appelait jadis le monde des images, le monde des désirs, des ésotéristes, etc. Alors juste pour en finir avec la science, la seule expérience marquante et assez récente, qui date des années 90,
C'était un professeur d'anatomie américain, reconnu, tout ce qu'il faut. C'est pour ça que ça l'a protégé dans ses recherches, et qui s'appelait Bure, B-U-E-2-R, qui a découvert et mesuré un champ de force autour du corps. On connaissait le fameux effet Kirlian. Oui. Vous savez, quand on coupait une feuille et puis on voyait l'empreinte de l'ancienne feuille. Lui s'est intéressé à mesurer le champ vital autour du corps physique, et il a remarqué, en faisant toutes ses études, il faisait ça avec tous ses patients, que quand ce champ vital était très faible dans certains endroits, eh bien c'est qu'on avait, il y avait la présence d'un cancer à cet endroit-là. Mais ça marchait pas complètement son truc, malheureusement, parce que dans 60% des cas, il détectait un champ très faible et il n'y avait pas de cancer. Alors il s'est dit, je me suis planté. Il a refait toutes ces mesures 2 ans plus tard, et il s'est aperçu que là où il ne trouvait rien 2 ans plus tard, le cancer s'était déclenché. Ah d'accord. Ce qui voulait dire que dans ce champ vital, hein, dans ce corps énergétique qui entoure notre corps physique, l'information était déjà engrammée, était déjà inscrite dans le corps énergétique avant le corps physique. Voilà. Et malheureusement, c'est toujours la même histoire. Personne n'a pris la relève derrière Bure, pour les mêmes raisons. C'est pas très utile pour faire carrière, etc. C'est des domaines un peu particuliers. Voilà. Eh bien, là, on rejoint les travaux d'Émile Pinel, que traduit dans les conférences Jacqueline Bousquet. Je connais pas plus que ça, malheureusement, les travaux de Pinel. Oui, il parle des champs informationnels, H1, H2, H3, c'est comme ça qu'il les détermine. Il y a 3 champs, le champ H3 c'est celui où on est maintenant, enfin dans le monde physique. Voilà, le champ H1, je les mélange toujours, hein. C'est ce qu'on appelle l'au-delà, et le champ H1 c'est l'information. En fait, le champ H3 c'est l'interface, il y a une interface entre les deux. Voilà, ce sont chacun réinvente un vocabulaire. Oui, les Américains oui. Qui repartent toujours, qui ont l'impression d'être les premiers sur Terre. C'était Monroe qui a étudié ça. C'était Focus 1, Focus 2. Voilà. Et chacun invente une topographie, mais c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même chose. Et on a le monde physique, on a le monde astral au-dessus, puisque les anciens au-dessus encore du monde astral, ce qu'ils appelaient le monde spirituel, des idées de Platon, mais ce sont ces différents niveaux, tout étant information. Alors cette information va être un niveau de vibration qui va être différent, sachant qu'on est ici dans le niveau le plus bas, le plus concret, et puis plus on va monter, plus ça va être des vibrations élevées. Mais c'est toujours la même affaire. Évidemment, les gens arrivent au même résultat et en donnant des noms différents à cette topographie de l'au-delà. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Bourgine qui a écrit un livre, La sortie astrale. Nous parlons de sortie de corps, de sortie astrale, plus communément appelée OBE. Est-ce que finalement les religions ne se sont pas bâties là-dessus depuis la nuit des temps? Les religions, oui, et avant elles, je dirais les spiritualités. Les religions sont, je dirais, des concrétisations, des institutionnalisations de cette attirance pour le spirituel, pour le transcendant de tous les hommes. Je veux dire, de la même façon que toutes les églises en France sont bâties dans des endroits qui avaient des capacités tellurgiques, ou officiels, et avant les prêtres, ou officiels les Celtes et les druides, les églises ont été construites sur les emplacements. De la même façon, oui, les religions vont institutionnaliser tout ce message et toutes ces informations que possèdent les hommes depuis la nuit des temps, et toute cette quête. Après, évidemment, comme toute entreprise, chaque entreprise a ses intérêts propres. Oui, tout à fait. Et on va s'arranger pour à déformer un peu les choses. Pour pas que les gens aillent chercher trop loin. C'est pour ça que la religion catholique a mis tous ces phénomènes sous le boisseau, pendant des siècles.
Alors certains expérienceurs qui ont vécu une NDE, notamment Nicole Dron, si vous la connaissez, ils nous disent que hors du corps, ils sont 1000 fois plus conscients et que c'est beaucoup plus réel que la vie que nous vivons en ce moment. C'est ce qu'ils disent tous, hein. Il y en a même qui parlent d'un état orgasmique, c'est-à-dire que qu'on se sent, ce qui est évident, c'est que quand on quitte son corps physique, on va rentrer ici sur Terre, on est une conscience, on est un être qui est donc du niveau de la pensée, hein, notre pensée et la vibration, ce qui est la plus élevée en nous, et qui est dans un corps physique. Quand on va sortir de cette dimension physique pour passer dans une dimension qui est celle de l'astral, c'est-à-dire une conscience modifiée, où on va être au niveau du monde de la conscience, la vibration est celle du monde de la conscience, on est une conscience dans un champ de conscience, évidemment la vibration est plus élevée et on le ressent. De manière énergétique, c'est-à-dire, de toute façon, ce qui est évident, les professeurs ou ceux les critiqueurs qui n'ont pas vécu vont dire mais vous avez rêvé. Les gens qui ont vécu les expériences savent très bien qu'ils n'ont pas rêvé, puisque la façon dont ils l'ont vécu, ils étaient plus conscients qu'ils ne l'avaient jamais été, en effet, d'une dimension qui est souvent jubilatoire. Puisque ce qui se passe, c'est que quand la conscience va se détacher du corps et du monde physique, on rentre dans un monde de pensée. On est une conscience dans un monde de pensée. Donc à partir de ce moment-là, ici quand on est sur Terre, si vous voulez, sauf quand on a les yeux fermés, en imagination, on peut créer tout ce que l'on veut. Hein, on invente, on dit tiens, je verrais bien ma maison comme ci, comme ça, dans sa tête. Pour le visualiser, on est dans le champ de la pensée, on est comme dans l'astral, on peut créer immédiatement dans sa tête. Sauf que pour faire descendre cette information sur Terre, pour l'incarner, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Cette vibration, il va falloir la concrétiser. Il faut tout un travail manuel, physique. Si vous regardez là ce que je suis en train de faire, là je suis installé dans mon bureau, si je regarde autour de moi, il n'y a rien autour de moi à part dehors où j'ai la nature, mais dans cette pièce, il n'y a rien qui n'ait pas d'abord existé dans la pensée de l'homme. Oui, c'est vrai. J'ai des murs, j'ai des meubles, j'ai des tableaux, j'ai des livres, j'ai tout. C'est-à-dire que tout ça, c'est de l'information qui a été vécue en pensée. Et puis, elle a été créée. Mais il a fallu pour ça transformer la matière. Quand vous quittez votre corps physique, en plus, vous n'avez plus le support du cerveau. On en reparlera. Hein. Le cerveau, c'est l'outil d'analyse-synthèse. C'est-à-dire que quand on sort de son corps, quand on fait un voyage astral, on est une conscience dans le monde des idées, des sentiments aussi, hein, des sentiments, des émotions d'abord, plus haut des idées, et on est dans ce monde de la conscience. Mais on n'a plus l'outil d'analyse-synthèse qui est le cerveau. Vous ne trouverez aucun voyageur de l'astral qui vous dit qu'il est capable de lire, par exemple, quand il est sorti de son corps. Quand on est sorti de son corps, on sort de son corps, et ça arrive à beaucoup de gens, hein, ils se mettent, etc. On est au-dessus d'un bureau, on voit un bouquin, on connaît ce livre, on voit des glyphes, on voit des symboles alignés les uns derrière les autres, mais comme on n'a plus l'outil d'analyse-synthèse, qui est le cerveau, qui appartient à ce niveau de réalité, on ne peut pas lire les informations. C'est-à-dire qu'on n'aura pas cette analyse-synthèse. Toute l'information qu'on va percevoir de l'extérieur, on va la percevoir en direct, immédiatement. Sans que ça passe, on n'a plus besoin le prisme du cerveau. Mais on ne pourra pas non plus l'analyser. C'est-à-dire que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Notamment parce que, à partir du moment, quand vous sortez de votre corps, vous êtes cette conscience, vous percevez des choses, mais vous ne pouvez pas dire si elles sont vraies ou si elles ne sont pas vraies. Est-ce que l'astral est un monde subjectif ou objectif? Oui, justement. C'est une question qui se pose souvent. Eh bien, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'astral va être un monde subjectif pour la plupart des gens. La plupart des gens qui sortent pour la première fois de leur corps vont vivre des expériences qui sont soit des expériences transcendantes, s'ils ont la chance d'aller à un très haut niveau, mais beaucoup plus souvent, c'est de l'ordre de la peur et aussi de la sexualité. C'est le premier inconscient qu'on a. Si vous voulez, les premières expériences qu'on vit, on est un champ de conscience qui va s'ouvrir, s'élargir. La conscience va se modifier, s'élargir. Mais le surconscient avec lequel on va entrer en contact est notre propre inconscient. C'est-à-dire qu'on va commencer, beaucoup de gens, même les plus grands voyageurs de l'astral, Monroe, etc.,
toutes les premières expériences qu'ils faisaient, ils étaient confrontés soit à des agressions par des monstres de l'astral, des choses comme ça, qui n'étaient que les projections de leur propre peur. Ouais. Pourquoi? C'est ce qu'on a vu plus tard. On est une conscience qui se retrouve dans un champ de conscient pour créer quelque chose qui soit de l'ordre de la réalité, du niveau où on est. Ouais. On n'a pas besoin de le créer avec ses mains. On est une conscience, on est un champ d'idées dans des idées. C'est ce que l'on croit, on va le projeter et ça va exister immédiatement. Ah, ça existe tout de suite. C'est ce que disent tous les voyageurs de l'astral. Donc, pour peu qu'on n'ait pas, comme le réclament toutes les religions, toutes les sagesses du monde, il faut d'abord faire la paix avec ses émotions, avec ses désirs, comme dit le célèbre proverbe. Avant d'aller sur la terrasse, il faut passer par la cave, c'est-à-dire qu'il faut purger son inconscient. C'est-à-dire que tout ce qui en nous est de l'ordre des pulsions, le cerveau reptilien, c'est la première base de données, la première centrale de réflexion de l'homme, c'est le cerveau reptilien. C'est ce qui nous tient en vie. Et croyez-moi, quand vous sortez de votre corps, quand votre conscience quitte le corps, ça nous arrive des fois le soir, on a l'impression qu'on tombe par terre. Ça, c'est quand notre corps astral réintègre notre corps physique, parce que le corps a entendu une information, il y a eu un bruit dans la pièce, etc. Donc on revient. Quand on sort de son corps, pour peu qu'on ait essayé de faire l'expérience, il y a un seuil, ce qu'on appelle le gardien du seuil, que vous trouvez dans tous les temples du monde entier, et que vous trouvez à l'entrée de Notre-Dame et des cathédrales, ce qu'on appelle les gargouilles. C'est-à-dire, ce sont des figures qui font peur et qui protègent l'accès à la partie sacrée, à la partie intérieure, à la partie spirituelle de l'homme. Donc, avant de rentrer dans sa propre église, dans sa propre cathédrale, dans son propre monde intérieur et spirituel, on va passer cette barrière de la peur. Au moment où on sort de son corps pour passer en astral, on a une peur, mais phénoménale. On devient la peur. C'est-à-dire que notre cerveau reptilien nous dit « Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, on est en train de mourir. » Lui, il traduit ça comme ça. Quand il sort du corps, pour lui, c'est mourir. Donc, il envoie ces signaux. Ce qui fait que les gens qui n'ont pas l'habitude, et même les gens qui ont plus l'habitude, mais au début, vont très souvent être confrontés, vont presque toujours être confrontés aux projections de leur propre inconscient. Donc, dans les premiers temps, souvent, l'expérience qu'on a du monde astral, même si c'est uniquement ce monde physique, on se balade, on sort de son corps et on se balade, et on va être confronté à la peur, ou alors on va avoir des fortes pulsions sexuelles, beaucoup disent ça aussi, c'est on passe dans le premier champ, le premier niveau en dehors de son corps physique, après le corps énergétique. Il y a beaucoup de gens aussi qui sortent simplement de leur corps, la nuit, ils se voient dans leur lit, mais ils ne peuvent pas s'éloigner du lit de plus de quelques mètres. Ça, c'est le champ maximum du corps énergétique. Ensuite, quand vous voyagez beaucoup plus loin, notamment plus loin dans ce monde physique, ce que proposait à ses élèves Raymond Réan. Raymond Réan, grand parapsychologue français, malheureusement il est mort il y a quelques années. Qui a travaillé avec Pascal Lafargue d'ailleurs. Voilà. Et il y a un de ses élèves qui a pris un peu la suite, mais lui le faisait vraiment très bien. Lui travaillait avec des scientifiques. Les scientifiques lui disaient vas-y Raymond, tu vas sortir de ton corps, tu vas aller dans cette éprouvette et tu vas nous dire quel est le métal qui est à l'intérieur. Donc lui il descendait, se rétractait, il descendait jusqu'au niveau atomique, donc dans le monde matériel, et il comptait les électrons, et en comptant les électrons, il était capable de savoir à quel atome appartenait. Il disait, vous avez mis du plomb, vous avez mis du cuivre, etc. Et lui faisait ça. Et lui faisait sortir les gens et les emmenait dans leur corps astral, hors de leur corps physique. Il les emmenait se promener, il disait, on va aller à la Tour Eiffel, vous me raconterez ce qui se passe. Ou il disait pas, il disait simplement, suivez-moi. Alors, on parlera un peu plus tard des lois de l'astral, si vous voulez. Mais l'astral, on est une conscience dans un monde de conscience, donc c'est la pensée qui agit. On est exactement sur Google. Comme Google, vous tapez une adresse dans votre tête, c'est-à-dire vous dites je veux voir un tel, c'est comme si vous rentriez l'adresse sur Google, vous tapez sur la touche et tac, immédiatement, par la pensée, vous êtes à côté de cette personne, vous vous trouvez dans tel endroit. Voilà. C'est le super numérique. Oui, de toute façon, tout le numérique, c'est un peu aussi le monde astral. C'est la dualité. À partir des 0 et des 1, c'est-à-dire les deux énergies de base de yin et yang, on est capable sur un ordinateur de recréer le monde entier, l'univers entier. Et ça, c'est juste à partir de deux informations, un 0 et un 1. Et on recrée tout ça. L'astral fonctionne de la même façon.
Alors dès que l'on sort de son corps, qu'est-ce que l'on peut voir? À quoi avons-nous accès? À quoi a-t-on accès? Alors disons que dans un premier temps, beaucoup de gens, il y a des gens qui sortent juste de leur corps, qui sont comme ça à côté de leur lit, et je vous dis, on va être dans son corps énergétique. Dans tous les cas, comme vous le disiez tout à l'heure, on ressent une sorte de regain d'énergie, on sent qu'on vibre à un niveau différent, qui est plus élevé. C'est une expérience très gratifiante d'une certaine façon. Mais souvent, les gens n'arrivent pas à s'éloigner plus que ça, n'arrivent pas à sortir de la pièce. Alors, de la même façon, on va parler très vite pour mieux comprendre ensuite des principales lois de l'astral. De la même façon, tous ces gens, et ça m'est arrivé à moi aussi, tous ces gens, quand on sort, etc., on est dans cette pièce, c'est-à-dire on est simplement dans le monde physique, et puis on voit son corps ou pas allongé dans le lit à côté, et on va vouloir sortir de la pièce, mais on n'arrive pas à ouvrir la porte. Alors que bon, elle n'existe pas vraiment cette porte dans le monde astral. C'est son double au niveau énergétique. Mais et c'est simplement que c'est un symbole. Comme on est dans un monde de pensée, nous on a besoin de visualiser les choses. C'est-à-dire que pour passer de la sortie en astral du corps énergétique au véritable corps astral, le monde astral n'étant pas un monde énergétique, mais ce qu'on appelle le monde astral, c'est le monde des émotions et des sentiments. C'est le niveau astral du dessus. Toutes les émotions et tous les sentiments, des plus bas, ce qu'on appelle le bas astral, qui est peuplé de tous les monstres et de toutes les imaginations possibles, parce qu'il faut savoir que l'astral étant le monde de la pensée, toutes les choses auxquelles pensent les hommes, tous les idéaux, les pires par exemple, qui sont nourris par des milliers d'individus, ça peut être le racisme, ça peut être la haine, ça peut être toutes ces choses prennent corps et existent en astral. C'est ce que font les yogis, etc., qui s'entraînent à se concentrer sur une idée jusqu'à la concrétiser matériellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux choses qui fonctionnent. Le yin et le yang dont on parlait tout à l'heure, d'un point de vue psychologique, correspondent à deux états de la conscience, les deux seuls états de la conscience, qui sont l'intention, c'est-à-dire la projection de soi vers le monde, et l'attention, qui est la capacité à recevoir les informations de l'extérieur. Donc quand on pense à quelque chose, quand on projette cette intention, les choses se mettent à exister en astral. Donc les gens qui nourrissent des pensées perverses, des pensées noires, etc., vont se trouver dans le bas astral, et vont donc se retrouver, on va en parler très vite, c'est une des lois basiques de l'astral, c'est la syntonie, ce que les gens disent, on est sur la même longueur d'onde. C'est la syntonie, c'est-à-dire qu'on va toujours être projeté en astral sur des niveaux qui correspondent à notre niveau intérieur, à notre niveau de conscience, puisqu'à partir du moment où on sort de son corps, on est une conscience qui se retrouve dans le monde de la conscience. Où est-ce qu'elle va aller, cette conscience? Eh bien, elle va aller chez elle. Les gens qui sont peu élevés spirituellement, ou simplement à un niveau de conscience, d'éveil au monde, de compréhension du monde, vont se retrouver projetés. C'est pour ça qu'il y a des tas de gens, quand ils prennent des drogues, font ce qu'on appelle des bad trips. Parce que ce sont des gens qui sont fragiles psychologiquement, parce que ce sont des gens qui nourrissent des pensées sombres. Et à partir du moment où ils prennent un truc artificiel qui fait sortir la conscience de leur corps, qui balance dans le monde absolu de la conscience, ils se retrouvent, automatiquement, au niveau de vibration qui est le leur. Donc très vite, on peut voir ces quelques lois, si vous voulez. Comme ça, on comprend. Allez-y. Et je répondrai mieux à votre question. D'accord. Donc, voyage astral, la conscience est donc une conscience dans un monde de conscience. Ma pensée, mes émotions, mes sentiments, si je ne les contrôle pas, sont créateurs de tout ce qui m'entoure. Ce qui fait qu'il faut un long entraînement avant que le voyageur de l'astral soit capable de dire, là, je suis dans un domaine objectif. Ce que je vois, ce n'est plus moi qui le projette. Ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi toutes les religions disaient qu'il fallait d'abord maîtriser ses émotions et ses sentiments avant de pouvoir accéder à une dimension spirituelle. Donc la première loi, c'est la syntonie, c'est la loi des longueurs d'onde. On ne sait pas encore étudier de cette façon-là, mais on est dans la physique, on est dans la physique. On sait maintenant que tout est énergie, tout est vibration. De la même façon, la pensée va être comme ça. Donc c'est à un niveau plus en astral, je suis toujours dans un lieu à la mesure de mon état intérieur. C'est le monde de tous les possibles. Un lieu, un décor et juste un niveau de vibration.
Ce lieu et ce décor, c'est toi qui le projettes, ou il a été créé par d'autres. Oui. Il a été créé par toutes les pensées humaines, ou il a été créé par les gens qui vivent de l'autre côté. On pourra en parler aussi. Oui, on en parlera. J'ai des questions pour vous. Voilà. Oui. Donc une pensée, si on a une pensée négative dans le haut astral, immédiatement on va redescendre. Ça m'est arrivé des tas de fois. On a un nouveau sens en astral. On n'a plus deux yeux qui sont devant, on n'a plus un corps physique. On a une vie, même si pour les premières sorties, on va encore voir comme ça. C'est une habitude, c'est quelque chose qu'il faut changer. En astral, on a une vision à 360 degrés, avec des zones qui sont floues, là où justement notre attention ne se fixe pas. Notre attention, c'est-à-dire ce que Castaneda appelait le point de pas le point de perception, comment il disait, le point de, je sais plus. C'est là où on fixe son attention. Les couleurs sont beaucoup plus vives, lumineuses. C'est celles qu'on peut trouver, par exemple, dans la mer si on fait de la plongée. C'est vraiment des couleurs très fortes en astral, avec d'autres sortes de couleurs qui n'existent pas ici. Les perceptions, donc, ne sont pas analysées par le cerveau. La perception est directe. C'est vraiment, là on est encore dans le numérique, c'est un transfert de fichiers instantané. C'est l'information. C'est l'information. Et on prend ce fichier s'il est accessible, s'il est donné. Oui. C'était pas on a la vue, puis l'odorat, puis après avec le cerveau on va en déduire que ça peut être ci, ça peut être ça. Non, il n'y a pas d'analyse synthèse. C'est tout de suite le fichier, c'est-à-dire que l'objet, on va l'empathiser. D'ailleurs, on le voit sous tous ses aspects. Et on ressent sa texture. Et s'il a un goût, on sent son goût. On va empathiser ça. Ça, c'est valable avec tous les objets, tout ce qu'on voit dans l'astral, mais c'est aussi valable avec les autres consciences, dans la mesure de ce qu'elles nous ouvrent. On ne peut pas accéder à des zones d'information que les autres ne vous ouvrent pas. Donc, quand deux personnes veulent discuter en astral, ils n'ont pas à dire « Attends, oh là là, tu sais ce qui m'est arrivé hier ». Je veux dire, il envoie l'information, transfert de fichier immédiat, et l'autre, il a le même fichier. Voilà. D'accord. L'astral, c'est un monde symbolique. Les émotions, les idées et toutes les formes d'énergie, nous, on n'est pas capable, à notre niveau de conscience, on n'est pas capable de les percevoir en tant que telles, c'est-à-dire en tant que vibration, idée ou énergie. Donc, elles vont s'exprimer sous forme d'images. Mais d'images, comme on est en astral, dans un monde astral, ça va être une réalité en 3D. C'est pour ça que Jeanne Guéné, qui était une grande voyageuse de l'astral, qui, elle, quand elle sortait de son corps, elle voyait des chiens qui se jetaient sur elle. C'était juste sa peur qui lui dit, sa conscience qui lui disait « Tu as peur, tu es confronté à la peur », jusqu'au jour où elle a cessé de fuir ces espèces de monstres qui la poursuivaient. Elle leur a fait face et elle leur a dit « Tu n'existes pas ». Et ces trucs, ces chiens, ces monstres se sont dégonflés. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on perçoit se fait sous forme d'images. Comme je le disais tout à l'heure, ça va être une porte pour un blocage, des monstres pour la peur, etc. C'est un peu comme en rêve d'ailleurs, et pour une bonne partie, les rêves sont un souvenir de notre passage nocturne dans le monde astral. Parce que beaucoup de gens admettent qu'en fait tout le monde sort en astral toutes les nuits, chacun et son corps, et va aller dans le monde astral. Il y a des gens qui ont des rêves un peu plus lucides, qui s'en souviennent. D'ailleurs, on a des rêves qui sont très prégnants, où il y a on se souvient de ce rêve, on était tellement présent à ce qui se passait, qu'on se dit, c'est pas possible, c'était pas un rêve, quoi. Souvent, les rêves sont ce qu'il nous reste, sont les scories de nos sorties nocturnes en astral. Et il y a quelquefois, moi quand je rêve, je me demande, c'était tellement présent, tout au moins aussi présent que dans le monde physique, je me demande si ça fait partie, dans la journée, je me dis, je l'ai rêvé ou je l'ai vécu ici. C'est très drôle, hein? Oui, bien sûr. Et il y a un certain nombre de personnes, j'en ai connu qu'une, moi personnellement, qui avaient un continuum de pensée, c'est-à-dire que la nuit, ils ne perdaient pas conscience, comme on dit. Ils transféraient leur conscience et ils passaient dans ce que 2 ou 3 personnes qu'on appelle l'école de la nuit. C'est-à-dire que leur corps physique avait besoin de se reposer, avait besoin de se repartir, mais sans se perdre la conscience, ils passaient de l'autre côté, en astral, où ils allaient dans l'école de la nuit, c'est-à-dire que, comme nous tous, on a ça en fait, mais on s'en souvient pas du tout, ils avaient une vie seconde de l'autre côté, en astral, où ils avaient leur vie, leurs copains, ils travaillaient, c'est ce qu'on appelle l'école de la nuit, pour avancer les rares personnes qui sont capables de faire comme ça, jour et nuit. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www
www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Bourgine qui a écrit un livre, La sortie astrale. Nous parlons de sortie de corps, de sortie astrale, plus communément appelée OBE. Alors finalement, moi qui suis positif, qui aime le soleil, qui déteste la grisaille, qui n'aime pas la violence, j'ai des chances d'échapper aux monstres. Oui, mais alors ce qui est intéressant, et là c'est des Français qui sont intéressés, les premiers, c'est le docteur J.R. Siamet, je crois, c'est que en même temps le voyage astral, vous voyez bien, c'est une expérience initiatique. Oui. Il y a une dimension, de toute façon, une fois qu'on a vécu l'astral déjà, on sait que notre conscience existe en dehors de notre corps. Donc on sait que d'une certaine façon la mort n'existe plus. Oui, c'est quand même tout à fait. Très important, c'est pas anodin. Ah, c'est formidable. C'est comme une NDE, c'est une expérience qui marque les gens. Mais comme toutes les expériences marquantes, elles n'arrivent pas par hasard. Donc justement, alors, cette Française, ce docteur s'était dit, oui c'est gentil, les Américains, ils ont bien étudié le truc, mais pourquoi une telle chose arrive? Pourquoi on vit une NDE? Pourquoi on va sortir de son corps? En même temps, c'était très simple, c'est que c'est à un moment de sa vie où quelque part on a besoin d'une mort symbolique. On a besoin de prendre du recul et sortir de son corps. Quelle meilleure façon de prendre du recul par rapport à sa vie? Et beaucoup de gens qui avaient des expériences comme ça accidentelles de voyage astral comme de NDE se sont rendus compte qu'en effet c'est une expérience qui les a fait vraiment réfléchir à leur parcours, qui les a fait changer, etc. Donc il y a une dimension, il y a un sens à tout ça. Donc c'est pour dire, parce que souvent les gens ils disent alors oui mais ça a l'air super l'astral. C'est pas super. L'astral, c'est de toute façon, ça existe, c'est nous. On y est la nuit. Si on n'y a pas accès dans la journée, il y a sûrement des raisons à ça. Il y a des gens qui peuvent y avoir un peu plus accès. On peut essayer, rien ne l'interdit. Mais déjà, il y a cette barrière de la peur, qui est une barrière qui est assez difficile à franchir. Et puis, il y a des gens, ceux qui vont forcer vraiment la chose, parce qu'ils ne sont pas prêts à vivre ça, vont vivre les expériences de base, c'est-à-dire vont être confrontés à la peur ou à des choses comme ça et vont se ficher, pour certains, une trouille d'enfer, quoi. Et ils ne retourneront pas. Mais ceci dit, à partir du moment où on commence, on est capable de sortir, si on se souvient, c'est ça qui est le plus difficile, si on se souvient une fois qu'on est sorti de son corps, qu'on n'a plus son cerveau, qu'on se souvient que, ah oui, attention, je vais être confronté à la peur, à ceci, à cela, on n'a plus cette mémoire-là. On va vivre les choses en direct, on passe ces stades-là de projection du subconscient et on va pouvoir découvrir d'autres domaines. On peut se conditionner finalement, avant de s'endormir. Oui, on peut toujours essayer. Oui, bien sûr. De toute façon, pour se conditionner, oui. De toute façon, le conditionnement, c'est quelque chose qui marche très bien. Notamment, par exemple, si on veut choisir la voie douce pour essayer d'aller en astral, c'est-à-dire la première base, parce que qu'est-ce que c'est que le voyage astral? C'est un voyage de la conscience dans le champ de ce qui normalement est inconscient. C'est exactement comme le sommeil. Il y a plein de gens qui disent, moi de toute façon je me souviens pas de mes rêves, je ne rêve pas. Tout le monde rêve. Tout le monde rêve, toutes les nuits, plusieurs rêves. Et ça c'est très facile. Moi j'étais un sous-doué de ce genre de choses. Quand j'ai étudié ça il y a une vingtaine d'années, je m'endormais tous les soirs en me disant, demain matin, en me réveillant, je me souviens de mes rêves, 3 fois, faut pas oublier que 3 c'est le truc magique, de toutes les formules sacrées, magiques et tout ce que vous voudrez, et ça fonctionne. 3, c'est une information qui a été, ces 3 fois ne peut pas être anodine. Elle n'a pas été formulée involontairement, donc c'est à 3 fois. Je peux vous assurer qu'au bout d'un mois et demi, je me souvenais de toutes mes rêves. Après, je me suis conditionné pour me réveiller après chaque période de rêve, c'est-à-dire dans les différents cycles de la nuit. Je me réveillais au bout de 3 heures, au moment de mon cycle, je notais mon rêve et je me rendormais et je me réveillais, etc. Ça, ce conditionnement dont vous parlez, c'est tout à fait possible. Après, on va se conditionner pour dire, non seulement je veux me souvenir de mes rêves, mais je vais essayer de me souvenir dans mon rêve que je fais ça. Donc, il y en a qui font l'expérience de dire, quand je verrai ma main ou quand je verrai une main, ça va créer un choc. Chacun fait le conditionnement qu'il veut, on peut se conditionner pour avoir un déclic de conscience dans son rêve, et si là on se souvient, on va rentrer dans un rêve lucide. Alors un rêve lucide, c'est-à-dire que on a conscience de tout le film inconscient qui est projeté par notre inconscient, et on peut commencer à se promener là-dedans. Et puis c'est un début, et après on peut passer du champ de son propre inconscient au champ ce qu'on appelle transpersonnel, c'est-à-dire à l'inconscient qui est partagé par tous, l'astral, et même à des niveaux plus élevés au-dessus, qui est les mondes spirituels, les fameuses expériences piques ou expériences cosmiques. C'est-à-dire que quand on meurt,
Ça aussi, les gens disent des fois ils comprennent pas toujours. Quand on meurt, on perd notre corps physique. Il reste le corps astral. Le corps astral, même le corps énergétique, va disparaître rapidement. Le corps énergétique, c'est toute cette énergie de liaison qui nous fait que notre corps fonctionne, qu'on a du tonus, qu'on a de l'énergie. Il va subsister le corps astral, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, toutes ces choses-là. On va rester un certain temps dans ce monde astral. Puis on va mourir au monde astral. C'est ce que dans la Bible on appelle la seconde mort. C'est-à-dire qu'on va abandonner ce corps des émotions, des sentiments et toutes les mémoires qui sont attenantes. C'est-à-dire qu'en même temps on va perdre la mémoire de tous les faits factuels de nos existences, tout ce qui s'est passé dans nos vies, toutes les émotions, tous les sentiments, parce que c'est assez utile. On n'a pas tous forcément des vies qui sont géniales derrière nous, et il y a assez de traumatismes de toute façon qui nous suivent comme ça. Quand on meurt dans cette seconde mort, on va passer donc dans le monde au-dessus, monde astral, qui est le monde spirituel. Et là, vraiment, on est un pur esprit. Autant dans le monde astral, les gens se perçoivent avec un corps, plus ou moins, et dans une dimension qui est assez physique. Quand on passe dans le monde spirituel, c'est un monde où on garde une individuation, c'est-à-dire qu'on est à la fois soi, mais on est aussi les autres. C'est cette expérience cosmique dont on parle à un certain nombre de gens, que j'ai eu la chance de faire une fois dans ma vie, et où on sait tout. On sait, on sait tout, on se souvient de tout, on est soi et les autres, on partage, c'est génial, on est rempli d'une énergie, d'un amour, c'est extraordinaire. Et à la seconde où on sort de là, on se souvient juste qu'on a su, mais on ne sait plus du tout quoi. Et on se souvient de ce sentiment, etc. Donc quand on meurt au monde astral, eh bien on va laisser, comme on laisse un cadavre physique sur Terre, on va laisser un cadavre astral. C'est ce qu'on appelle les fantômes. C'est-à-dire que c'est la partie de moi avec tous mes sentiments, mes émotions, etc. C'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui font des séances de spiritisme, qui font tourner des verres, etc. et qui disent « j'ai contacté Victor Hugo » ou « j'ai contacté un tel ». Non, pas du tout. Victor Hugo, et en tant qu'il a fini, il est plus là à traîner dans l'astral. Il est surtout lui, parce qu'il était une conscience assez élevée quand même pour son époque. Il n'a pas dû rester très longtemps en astral. Il est passé au-dessus. Il s'est réincarné ou pas, c'est son affaire. Mais il a laissé un cadavre astral. Et ce cadavre astral, c'est pas un cadavre physique, c'est un cadavre qui est fait de sentiments, d'émotions, c'est-à-dire de conscience. Et ce cadavre va se désagréger petit à petit. Or, comme toute chose qui existe dans cet univers, toutes ces choses vivent par l'attention. L'attention, c'est de l'énergie. Quand je porte de l'attention à quelque chose, quand vous avez des gens autour de vous qui sont là à réclamer l'attention, qui font des sketchs pas possibles pour exister, pour être connus, c'est parce que l'attention, c'est une énergie, ça nourrit, on a besoin de ça. Donc ces corps astraux, celui de Victor Hugo et des autres, va continuer à subsister. Et quand vous avez des gens qui font des séances de spiritisme, tout ce que vous voulez, qui essayent de contacter c'est là, ils vont attirer ces corps astraux, qui vont venir là, et qui vont leur fournir de l'information. En effet, ils sont un cadavre, vous voyez, informationnel dans un monde d'information. Ils vont leur sortir tout ce que vous voulez sur Victor Hugo, sur votre grand-mère, ils ont accès à votre inconscient, ça ne pose aucun problème pour eux. Ils vont vous dire tout ce que vous voulez, et vous avez des tas de gens qui se fourvoient et qui se retrouvent dans des aventures pas possibles avec ce qu'on appelle des esprits, ou comme vous voulez. Ce sont pour la plupart des cadavres astraux. Mais alors certains médiums, des médiums sérieux, bien entendu, certains médiums nous disent rentrer avec les entités, vraiment avec la personne. Alors quelle différence entre quelqu'un qui fait tourner une table et qui rentrerait avec des cadavres astraux et puis les véritables entités? La différence, c'est qu'il y en a qui sont les vrais et il y en a qui sont les fausses. et puis le médium, il sera certainement vrai. Vous savez, la base de la médiumnité, les gens qui sont voyants, ceci, cela, il y en a beaucoup qui n'ont absolument pas accès au champ informationnel général. Et ils ont accès au minimum, c'est-à-dire à votre inconscient. Ils lisent en vous. À partir de là, ils vous racontent ce que vous avez envie d'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, tout va dépendre uniquement de l'honnêteté du médium. Et aussi de la qualité première dans tout ce qui est la spiritualité, qui est le discernement. C'est-à-dire que eux-mêmes sont-ils capables de sentir une énergie qui est une énergie de cadavre astral ou une énergie d'une véritable entité? Et en général, la différence est assez notable. Ils le savent, eux?
Ils le savent, ils arrivent à le... Ils en sont capables. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a été en contact qu'avec des entités du bas astral, que ce soit des cadavres astraux ou des tas d'autres entités, il existe des tas de choses, des formes pensées. À chaque fois que des gens nourrissent des pensées, ça crée une forme pensée. Par exemple, vous avez une forme pensée comme le nazisme est une forme pensée qui existe, qui est perpétuée, et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se connecter à ça. Avec tout ce qui est la sorcellerie, il y a des tas de formes pensées qui sont créées, ce qu'on appelle des démons, des choses comme ça, c'est à la réalité qu'on leur donne. Vous avez des tas de gens qui agissent là-dessus, ce qu'on appelle les égrégores, les inconscients collectifs. Si votre médium, il n'est capable que de se connecter à ce niveau-là, et qui pense que c'est des esprits, et que c'est toujours... Comment ferait-il la différence? On lui a fait goûter du truc à la saccharose, et il pense que c'est du chocolat. S'il a jamais mangé du chocolat lui-même, il fera pas la différence. Donc peut-être qu'il a raison, et peut-être que c'est une véritable entité. Il n'y en a pas tant que ça qui viennent discuter avec les gens. Comme il est écrit dans la Bible, laissez les morts avec les morts. Il n'y en a pas tant que ça. Et en général, de tout ce qu'on lit sur le channeling, sur les guides spirituels, etc., il faut savoir que ces gens-là, pour la plupart, communiquent simplement avec ce qu'on appelle leur moi supérieur, ce qu'on appelle notre âme ou notre esprit, c'est-à-dire la partie la plus élevée de nous-mêmes. Même Robert Monroe, qui est quand même la référence absolue dans le domaine du voyage astral, qui lui a commencé à sortir de son corps vers 25 ans, qui a fait ça jusqu'à la fin de sa vie à 75 ans. Il a voyagé, fait tous les niveaux, et pendant des dizaines d'années, il recevait ces informations de ce qu'il appelait un InSpec, parce que les Américains, toujours, ils veulent pas mettre, ils ont raison, de connotations religieuses, etc. InSpec, Intelligent Species. C'était le niveau le plus élevé qui se présentait à lui. On sait qu'en général, si on est en Inde et qu'on est bouddhiste, ça va se présenter comme Bouddha. C'est comme dans les NDE. Si on est en Occident et qu'on est chrétien, on va avoir l'impression que c'est Jésus qui nous parle, ou en tout cas que c'est un ange. C'est une puissance de lumière. Monroe, pendant des années, il a eu cette puissance de lumière qui est venue face à lui et qui lui donnait des informations qu'il faisait avancer, etc. Et puis, à la fin, une des dernières fois où il l'a vu, il lui a dit, il se cachait parce que c'est un niveau, il se cachait entre guillemets, parce que c'est un niveau où l'énergie est tellement forte qu'elle est dure à supporter. Il dit, mais je veux savoir qui tu es. Et l'autre l'a dit, écoute, c'est très simple, regarde. Et cet InSpec, c'est-à-dire cet ange, ce Jésus, ce qu'on appelle la dimension christique, c'était simplement lui plus tard. Parce que ce qu'on n'a pas dit, et ce qui est très important aussi, c'est que dès que on sait que l'espace-temps, c'est une des conditions qui existent uniquement dans le monde matériel. On sort dans le monde astral, l'espace-temps est complètement différent. Plus on s'élève dans l'astral, moins la notion de temps existe. Et dès qu'on passe dans l'astral supérieur ou dans le monde des idées, il n'y a plus d'espace-temps. On est à un endroit et on est partout, on est dans tous les passés et dans tous les futurs, etc. Donc quand il a contacté ce qu'il pensait être lui, cette entité de lumière, il n'a rien vu de plus élevé au niveau d'énergie et d'amour, c'était lui, mais plus tard, une fois évolué, la partie la plus évoluée de lui-même. Alors finalement, ce que les médiums captent, c'est pas l'entité, ce sont que des résidus d'informations concernant les cadavres astraux. Pas tous, mais vous avez des médiums qui sont capables de capter des bons informateurs, que ce bon informateur soit simplement une partie plus élevée d'eux-mêmes, ou plus souvent une partie plus élevée de la personne qui consulte, qui vient demander des choses, ou alors vous avez aussi des proches, des gens, etc., qui sont reliés à vous. C'est comme Google, vous n'aurez pas accès à quelqu'un dont vous n'avez pas l'adresse enregistrée sur votre ordinateur personnel. Donc là, les gens qui ont des liens, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui restent en contact avec des gens de leur famille, des choses comme ça. Oui, ça c'est possible, ça arrive. Quand vous avez ma femme, par exemple, pas besoin d'aller chercher loin. Quand son père est mort, il est venu la voir. C'était son frère, c'était pas une projection, c'était pas un monstre, c'était pas le cadavre astral de son frère. Il est venu la voir juste pour lui dire, ça y est, je suis de l'autre côté, tout va bien, t'inquiète pas, quoi. Profite. Il lui a dit, profite. Mais on doit s'en apercevoir, ça doit être complètement différent. Je veux dire, la communication doit être beaucoup plus objective. S'en apercevoir. Quand c'est la vraie personne. Recours à une tierce personne, à un médium, par exemple, c'est non. Je vous dis, toutes les preuves qu'un médium peut vous donner, ce ne sont pas des preuves. Si c'est un médium B à bas, déjà le niveau 0, je vous l'ai dit, c'est des gens qui lisent dans votre inconscient. C'est-à-dire déjà ils se concentrent
Et il voit pas que votre champ de conscience, que vous dites, il voit ce que vous projetez comme idée, pourquoi vous êtes là, etc. Donc, non, c'est plus délicat. Ça ne veut pas dire que vous avez des tas de médiums, en effet, qui voient en vous, mais en vous, votre programme est inscrit, comme il est inscrit dans les grandes lignes astrologiquement. C'est-à-dire qu'un médium va voir que dans 6 mois, il va vous arriver ci, il va vous arriver ça. Ça, c'est votre champ informationnel personnel. Il a besoin d'aucune entité, il a besoin de personne pour ça. Il a juste besoin que vous l'autorisiez à rentrer à l'intérieur, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'expérience de Robert Monroe? En 2 mots, si vous voulez, Robert Monroe, c'était juste... C'est un Américain, donc pragmatique, était un ingénieur du son, ce qui n'est pas inutile dans l'affaire, et qui a commencé à sortir de son corps, à sortir des vibrations, des choses comme ça. Quand il était allongé, il était paralysé, puisque la condition, la condition vraiment de base pour que la conscience puisse sortir du corps, c'est qu'elle ne soit plus requise au niveau physique. C'est-à-dire qu'il faut se dégager du rôle de survie, de surveillance, etc. Donc il faut être parfaitement relaxé. Il faut que sa conscience ne soit plus dans son corps. C'est pour ça qu'il y a tous ces trucs. Allez, je relaxe mes orteils, je relaxe mes genoux. On est parfaitement détendu, relaxé, et après on va être vraiment la conscience ramenée dans sa tête. Et lui, au moment de s'endormir, ou il se réveillait au matin, comme ça, il a commencé à sortir de son corps, à sortir justement dans sa chambre, à sortir hors de sa chambre, à se promener dans le monde physique. Et puis après, il a passé un cap. Il est passé du monde physique dans un monde qui n'était pas physique. Il est passé dans ce qu'il appelait le monde B. Pendant des années, il était dans une planète qui ressemblait à la Terre. Il avait une épouse, une maison, comme sur Terre. Et puis il a vécu des années dans cette expérience, dans cette vie seconde, à vivre une autre vie dans ce monde astral, avec les qualités de l'astral. Il voyait bien en même temps, il apprivoisait ça, le fait que faire attention à ses pensées, il faut les surveiller parce que ça crée, etc. Mais il vivait cette vie autre, qui était tout simplement qu'il avait, il faisait son initiation, il purgeait son inconscient dans cette vie autre. Sa femme était quelqu'un qui le faisait plus évoluer d'un niveau psychologique, et il apprenait sur les rapports humains, il comprenait des choses, puisqu'il y avait les échanges de pensées avec les gens. Il a évolué simplement à un niveau psychologique, ce qui lui a permis de maîtriser ses sentiments et ses émotions. Monroe, les premiers temps qu'il sortait, il était, comment dire, il était obsédé par le cul, il n'y a pas d'autre mot. Parce que je vous dis, ça c'est tout le monde, c'est les pulsions primaires qui sont le cerveau reptilien, la peur, on est terrorisé, et puis la sexualité, il faut que si on va mourir, il faut que l'espèce perdure, donc c'est l'énergie sexuelle, l'énergie de base, vitale, qui va se mettre en route dans ces cas-là. Donc il a fait ça pendant des années, et puis après il est passé dans d'autres niveaux du monde astral. Et là il a rencontré d'autres intelligences, il a rencontré d'autres voyageurs de l'astral, et puis il a évolué comme ça. Et puis comme les Américains sont des gens entreprenants, il a été le premier et le seul à ce jour à créer un institut de recherche qui fonctionne toujours, oui. Très bien, qui est l'Institut Monroe en Virginie, où je suis allé avec ma femme. Moi je suis un peu un interdit de l'astral. J'ai essayé des machines qui balançaient les gens automatiquement de l'autre côté. Moi ça marche pas pour des raisons personnelles, mais ma femme a rencontré un ami cher qu'elle avait perdu quelques années auparavant. Et là c'est les Américains, ils appellent Focus 1, Focus 10, etc. C'est le Focus 27, c'est ce qu'ils appellent The Bridge. C'est l'endroit le plus loin où on peut aller en conscience sans basculer de l'autre côté. Vous savez, comme dans toutes les NDE. Oui. Il vit Dieu en face et il ne revint pas. Enoch, c'est-à-dire si on bascule de l'autre côté, ce qu'on appelle les Champs-Élysées, on ne peut pas revenir en arrière. Elle s'est avancée sur ce pont, elle a retrouvé cet ami qui était mort depuis des années, et puis voilà, elle est revenue. Donc l'Institut Monroe continue de fonctionner et a fait travailler des gens qui étaient des sujets très doués. C'est très bien. Comme Robert McMonigle, qui était un gars qui utilisait les services secrets américains. Il faut savoir qu'il y a eu toute une guerre occulte qui a été menée entre les Russes et les Américains à ce niveau-là, quoi. Lui, il sortait de son corps et il allait, son job, c'était d'aller détecter les bases nucléaires en URSS. Et les Russes avaient les mêmes de leur côté. Voilà. Donc Monroe, c'est ça. Il a écrit ce livre qui reste des livres exemplaires aujourd'hui encore, qu'on peut vraiment conseiller, quoi. Et lui, il avait un programme fabuleux, parce que ce qu'on a dit là le fabuleux qui est le programme Lifeline, j'étais là-bas au moment où il lançait ce programme, c'était super intéressant. Donc comme eux, ils avaient réuni des tas de gus qui étaient vraiment des sujets doués, qui sortaient en astral super facilement. Cette année, ils ont vraiment fait, ils ont commencé chez Monroe à faire une exploration de cette planète inconnue,
la conscience, avec leur focus. Et ils envoyaient des gars et tout ça. Et ces gens se sont aperçus qu'ils croisaient dans un certain niveau de l'astral des entités, des boules, des êtres, des boules de conscience refermées, qui étaient impossibles, qui bougeaient pas. Et c'est ce qu'on appelle depuis toujours dans les religions les âmes perdues. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que les gens, au moment où on meurt, si on pense qu'on est une ordure et que l'enfer existe, eh ben c'est sûr, on se retrouve en enfer. Hein. Si on pense que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, tout ça, c'est des bêtises, des affabulations, on va se retrouver dans un autre endroit. Si on croit, si on a été quelqu'un de bien avec le paradis, on va passer tout de suite à un niveau plus élevé de l'astral. Mais il y a des tas de gens. Faut savoir que par exemple le film américain Ghost est très bien fait de ce point de vue. Formidable. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des fantômes, qui ne sont pas les cadavres astraux, hein, les fantômes qui sont des gens qui sont sortis de leur corps et qui refusent d'aller plus loin, sont des gens qui sont bloqués par ce que les Américains appellent les belief systems, les systèmes de croyance. Et tous, on est un peu comme ça, on est limité par nos a priori, par nos préjugés. Donc les gens qui pensent qu'en mourant, ils vont se retrouver dans un enfer ou dans le néant, il n'y a rien, c'est le néant. Eh bien ces gens-là se retrouvent enfermés dans le noir, leur projection de leur conscience. Ils sont enfermés dans le seul champ de conscience qui pense pouvoir exister au-delà, c'est-à-dire le néant. Alors, c'est ces gens qui sont obnubilés par la haine, qui ne veulent pas quitter, qui vont rester dans le champ terrestre parce qu'il y a des histoires passionnelles qui ne sont pas réglées. Et bien, ces gens qui sortent, les expérienceurs de chez Monroe, allaient à leur rencontre, essayer de trouver un moyen d'entrer en discussion avec eux et leur disaient « Attendez, entends-moi ». Alors, ils essayaient de comprendre, de voir comment de se mettre à l'écoute des pensées projetées par ces gens-là et de voir qu'est-ce qui les tourmentait. Et puis après, si le gars pensait que c'était le néant, il se présentait comme une espèce de représentant du néant ou un intercesseur du néant. Il leur disait « Oui, mais vous savez, il ne faut pas rester ici, venez, il y a un centre d'accueil. » En effet, en Astral, il y a un centre d'accueil où sont dirigés les gens une fois qu'ils sont morts. Et même il y a un hôpital astral où on va se penser bien des plaies de cette vie. Et il les conduisait vers là, donc ils sauvaient, c'était devenu des Saint-Bernard de l'astral. Et je pense que je l'ai pas suivi depuis quelques années, mais c'est un programme qui se poursuit, je pense. Alors on le représente très bien dans le film Notre demeure. Je sais pas, moi je me souviens qu'il y a un film avec, comment il s'appelle là, celui qui jouait dans le cercle des poètes disparus. Est-ce que c'est de ce film-là dont vous parlez? Non, c'est un film portugais, sous-titré. Malheureusement, il n'a pas été traduit en français. Notre demeure explique très très bien ce que vous nous décrivez en ce moment. D'accord, je connais pas, parce que je sais qu'il y a un film américain avec justement le gars des poètes disparus, je vois son nom. Vous pourrez le trouver, ce film, sur le site de la radio. Il est en lien. Je vais aller le voir. Notre demeure. Notre demeure. Où tout ce phénomène est très très bien expliqué, et c'est vrai que en astral, en général, quand on va en astral, on a le droit à un certain temps de vacances, et il y a beaucoup de gens qui se créent. Monroe avait un copain comme ça qui passait son temps dans son petit paradis perso. On se crée l'univers, le monde que l'on veut, avec là tout est possible. Hein, je dis, on peut faire un ciel vert, on peut changer tous les jours, des très beaux endroits, et puis on vit dans cet espace. Et ce film américain parlait de ça, d'un peintre qui créait comme ça et qui ensuite se retrouvait dans cet endroit qu'il avait créé. Alors quelque part dans ces endroits magnifiques de l'astral, comme c'est décrit dans Notre demeure, on est quand même quelque part complice, c'est quand même un astral objectif, on est quand même complice avec les personnes qui sont avec nous. Ah, mais après, bien sûr, on peut vivre soit dans sa bulle, un petit monde subjectif qu'on s'est créé, mais le monde astral, c'est un monde comme ici, hein, je veux dire, une fois qu'on meurt, c'est pour ça les gens ils disent, ah ben je me souviens dans ma vie précédente. Non, en général, quand on se souvient, c'est pas de sa vie précédente sur Terre, c'est ce qu'on se souvient, c'est de sa vie précédente en astral, parce que les vies sur Terre sont beaucoup plus courtes que les vies en astral, généralement. Croyez-moi, quand on est de l'autre côté, on n'a pas très envie de revenir ici. Justement. Quand même... c'est pas les vacances. C'est de la même façon, c'est un monde d'évolution. C'est un monde où on doit élargir sa conscience, où on doit progresser. Sauf que c'est un monde dans lequel on sait que la mort n'existe pas. C'est-à-dire que la peur n'existe pas. Ce qui est quand même énorme. C'est beaucoup. Numéro 1 de l'homme sur Terre, c'est la peur. Hein, de la même façon que vous avez l'intention et l'attention, transformé en sentiment, c'est l'amour. Et en face, c'est pas la haine, c'est la peur. C'est la peur qui est le sentiment racine, qui va créer tout, l'envie, la jalousie, la haine, toutes ces choses-là. Le besoin de reconnaissance, le besoin de puissance, tout ça c'est généré par la peur de mourir. De l'autre côté, au moins, on sait qu'on n'est pas mortel, puisqu'on est déjà mort et qu'on est toujours vivant. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la guerre. À côté de ça,
c'est de la même façon, les gens qui sont des imbéciles restent des imbéciles, et les gens qui sont des gens sympas restent des gens sympas. Tout à fait. Sauf que chacun se trouve au niveau de conscience. En général, on est ce qu'on appelle des sœurs et des frères d'âme. Tout à fait. On est dans un niveau de conscience où les gens ont les mêmes vibrations que vous, et on doit évoluer. Et en général, pour ce que j'en sais, pour ce que j'en ai compris, la vie de l'autre côté, parce que c'est une alternance de vie ici et de vie de l'autre côté comme des jours-nuit, dure plus longtemps. On reste 1, 2, 3 siècles si on peut. Et puis en général, voilà. Après il y a réincarnation. Il y a obligatoire, faut y aller quoi. Et puis, suivant son degré d'évolution, on va choisir ou pas ses conditions d'incarnation, suivant ce qu'on a à compléter sur son pulse personnel. On est libre quand même. On est sans libre arbitre. On est libre d'un certain nombre de choses. Oui, on est sur Terre, on est libre absolument. Le libre arbitre est absolu. Mais libre de choisir son incarnation, pas toujours. Ça dépend de ce qu'on a expérimenté. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Bourgine qui a écrit un livre, La sortie astrale. Nous parlons de sortie de corps, de sortie astrale, plus communément appelée OBE. Est-ce qu'on peut rencontrer les décédés quand on va en astral et puis avoir des relations, des discussions avec eux? Alors on peut, mais c'est pas le plus courant. Alors les rencontres en astral, 95% des rencontres, je dirais, sont ce qu'on appelle des formes pensées. Ah bon? C'est projeté par notre propre inconscient. Les monstres, on a vu toutes ces choses-là, où ça peut être des pensées de réconfort amical, souvent un chien, où ils entendent une voix, ou ils voient simplement une main, puisque vous n'oubliez pas qu'on est dans un monde symbolique. Une main qui montre une direction, ou une main qui se tend. On peut aussi voir les gens vivants. Si vous sortez de votre corps et que vous restez dans la dimension terrestre, vous allez voir les gens vivants. Vous allez voir quelqu'un qui est assis dans sa cuisine en train de manger. Il va tourner la tête vers vous, il va discuter avec vous. Vous allez rentrer dans votre corps, vous allez le voir, vous allez faire « Hé Albert, enfin, tu te souviens, je suis dû te voir, on a discuté. » Mais de quoi tu me parles? C'est-à-dire que vous aurez en effet discuté avec Albert, mais pas avec Albert qui est présent sur Terre en ce moment. Vous aurez discuté avec un niveau de conscience d'Albert, qui est le niveau de conscience d'Albert de l'astral. C'est-à-dire que lui ne se souviendra pas, Albert, que vous êtes passé. Vous avez une copine comme ça qui essayait d'aller convaincre son amoureux avec elle. Il n'entendait rien. Il y a aussi des rencontres avec d'autres voyageurs astraux. Et ça, c'est plus rare. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde ou sur le même monde. Les gars de chez Monroe sortent des fois, parce que pour beaucoup au début c'est projeté, donc avoir un décor, un espace comme un fixe, parce que ce décor est juste la matérialisation d'une pensée, vous voyez, d'une conscience, c'est pas évident. Vous avez aussi beaucoup des doubles de drogués, d'alcooliques, de comateux, je parle du bas astral, de sur Terre, quoi. Les cadavres astraux, vous avez des défunts qui sont entre deux niveaux, qui sont encore au niveau astral, qui sont pas passés dans le niveau du dessus. Vous avez aussi les fantômes qui sont, comme dans Ghost, qui sont rattachés à la Terre par des passions ou des affaires qui ne sont pas réglées. Là, vous pouvez les rencontrer, ces gens-là. Vous avez des guides et des êtres lumière qui sont, comme je vous le disais, presque toujours l'apparence prise par ce qu'on appelle votre maître intérieur ou votre moi supérieur. Voilà. Alors comment échapper à tout ça et puis rencontrer les vraies personnes? En pratiquant, c'est tout. En prenant conscience. Comme tout sur Terre. Toute l'évolution n'est rien qu'un élargissement du champ de conscience. C'est l'histoire même de la conscience, c'est l'histoire de la création, c'est l'histoire de la vie. C'est-à-dire vous êtes un minéral, c'est-à-dire vous commencez à vibrer sans bouger, sans rien. Vous allez devenir un végétal, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer un peu dans l'espace, vous allez avoir une perception du monde extérieur avec la photosynthèse, le vent, etc. Vous allez devenir un animal. C'est-à-dire qu'au-delà de cette simple perception, vous allez avoir cette perception, mais aussi avoir
des débuts de ressenti, d'instinct, de choses comme ça. Après les animaux, chez les animaux domestiques, c'est les animaux les plus évolués, hein, généralement. Les gens disent toujours oh, les singes, oh, les dauphins, oui, bien sûr, mais les animaux domestiques encore plus, puisque les animaux domestiques, ils sont là à expérimenter qui sont des dimensions de l'ordre du sentiment. Et le sentiment, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde animal. Donc, et après, vous avez l'humain qui va encore élargir un peu sa conscience, qui a cette self-conscience, qui se voit lui-même, qui commence à se dire « Attends, c'est quoi cette histoire ?» et qui commence à conscientiser le monde dans lequel il est, à le relativiser par rapport à l'entièreté des choses, et puis plus vous allez comprendre, comprendere, en latin, prendre à faire avec soi, faire sien, vous allez devenir ça. Plus vous conscientisez le monde, plus vous évoluez. Et ça peut se passer à la fois sur Terre, et ça passe aussi de l'autre côté. Donc c'est tout le temps un élargissement de la conscience. Sauf que dans les gens qui commencent des expériences dans l'astral, c'est un monde nouveau, faut tout réexpérimenter, donc il va falloir du temps, on va être confronté à ses propres peurs, on va être confronté à ses pulsions, les premiers fantômes qu'on va voir, c'est pas forcément des gens sympas, etc. Puis on va apprendre, puis on va avoir le discernement, on va évoluer, etc. C'est la même affaire que partout. Et le but, il est infini finalement. On est toujours dans l'évolution, dans la progression. Voilà, même ce qu'on appelle Dieu, entre guillemets, c'est une notion qui n'est absolument pas finie. Il manquerait plus que ça, que Dieu soit fini. Dieu lui-même est en état d'évolution constante. Donc le voyage astral prouve la vie après la vie. Pour ceux qui l'ont vécu, oui. Non, voilà, c'est ça. Non, mais il faut rassurer parce qu'ici à la rédaction, on a beaucoup de gens qui nous posent des questions et donc il faut essayer de les informer et ne faire le contraire de ce que font tous les autres médias. Que diriez-vous aux personnes qui ont peur de mourir, justement? C'est que c'est absolument normal. C'est les deux données qui sont engrammées en nous. La peur de la mort est quelque chose qui est partagé par tous les hommes de toutes les civilisations. Voilà, et que c'est donc normal, mais que le but de l'affaire, ce qu'on appelle l'évolution, c'est de dépasser cette peur. Comme on a peur d'aller à son premier rendez-vous de boulot qui est important. C'est normal d'avoir cette réaction-là. Et pourtant, il faut dépasser cette peur. On a peur d'aborder la fille qui nous plaît. Et pourtant, ça va devenir notre femme. Et celle avec qui on va avoir une merveilleuse histoire et des enfants quand ça se passe bien. Et il faut dépasser cette peur. Mais la peur de la mort, c'est exactement la même chose. Sauf que, a priori, c'est une peur quand même relativement irrationnelle. Parce que si on s'intéresse vraiment, je dis pas aller lire des bêtises, si on s'intéresse vraiment au phénomène, il y a tout ce qu'il faut partout qui démontre que la mort c'est juste une transition. Oui, c'est un changement d'énergie. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vécu ces expériences du voyage astral, de la NDE, et qui sont la preuve vivante que voilà, cette peur, elle se justifie à un niveau animal, mais elle n'a pas de raison d'être dans le champ de conscience d'évolution aujourd'hui. On ne meurt pas, on meurt à son corps physique et on passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Et ça, il n'y a pas beaucoup de choses dont je suis certain sur cette planète, mais ça, pour l'avoir étudié quand même pendant 40 ans, j'en suis absolument certain. Alors justement, que répondez-vous aux personnes qui ont vécu une NDE et qui nous disent, on nous dit régulièrement, de l'autre côté, c'est la vraie vie? Il n'y a pas de vraie vie. Est-ce que les vacances, c'est la vraie vie? Oui, c'est ce qu'ils veulent dire, je pense. C'est exactement la même chose. Les vacances, c'est plus agréable. C'est ça. Très bien ce que c'est. Au bout de 15 jours sur la même plage, dire, au début, s'il n'y a pas besoin de se lever demain matin, la mer, etc. Au bout de 15 jours, mais moi, il ne me faut même pas 15 jours, il me faut 2 jours. Après, on s'ennuie comme un rat mort. C'est pas la vie. Est-ce que la vie, c'est le confort? Qui a dit que la vie, c'était le confort? La vie, c'est le mouvement. Le confort. La vie, c'est vibrer. La vie, c'est des expériences nouvelles. La vie, c'est comprendre des choses nouvelles. La vie, c'est élargir sa conscience, comprendre de plus en plus et être content de soi. Voilà. Donc, non, la mort, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est tout. C'est tout le processus. Il a été conçu par des gens relativement intelligents et voilà quoi. Après, ce qui fait que ça s'est vécu difficilement ou pas, c'est que oui, en effet, on n'a pas dit que c'était facile, parce que c'est en plus on arrive dans un niveau de l'humanité, si vous voulez, où il y a de plus en plus de gens qui choisissent leur vie eux-mêmes. Et quand on choisit sa vie, on
se choisit pas. L'âme, quand on est de l'autre côté, on n'en a rien à cirer d'avoir des difficultés ici de ce côté-là. Ce qu'on veut, c'est progresser vite. Ce qu'on voit, parce qu'on sait que c'est instantané, le temps n'existe pas. On sait qu'on est déjà revenu. Donc il y en a qui se collent des programmes très sérieux pour avancer vite. Donc parfois, c'est vrai, c'est difficile. Et on est fatigué, c'est lourd à porter, c'est difficile à porter. Mais malheureusement, l'homme avance beaucoup à coup de pied au cul dans le derrière. C'est-à-dire que l'homme apprend de ses erreurs. Donc souvent, avant de faire la bonne chose, il faut qu'on ait fait les mauvaises. Il n'y a plus de guerre mondiale sur Terre depuis 1945. C'est déjà pas mal. C'est la bombe atomique. Donc avant d'utiliser l'énergie atomique, parce qu'on l'utilisera à des choses qui seront très bonnes, on en a fait la pure utilisation. On a pété 2 bombes et c'est fini maintenant. On fait plus ces bêtises. Mais l'homme apprend comme ça. L'homme a besoin de tout expérimenter. Est-ce que sur Terre, quand on a pris conscience de pas mal de choses, on peut programmer sa future incarnation, c'est-à-dire dire bon, j'ai fait ça, j'aurais voulu faire ça, mais j'en ai pas eu les possibilités, j'aimerais. Est-ce que ça peut pas conditionner notre prochaine incarnation? Est-ce que c'est possible de le faire tout au moins? C'est tout à fait possible. Non seulement c'est tout à fait possible, mais c'est comme ça que ça se passe. Sauf que c'est pas maintenant. C'est-à-dire que le bilan, le débriefing, dont les gens ont un aperçu dans les NDE. Mais c'était juste pour donner un aperçu. La pesée des âmes par Anubis, on juge on revoit toute sa vie, etc. Ça, c'est ce qu'on fait quand on va mourir. En effet, oui, c'est ce qu'on fait. Mais ensuite, on a toute une vie de l'autre côté qui nous attend. Et dans cette vie, c'est pas juste on va revenir tel que. De l'autre côté, en astral, ou que certains appellent la vraie vie, et je suis assez d'accord parce que j'ai quelques souvenirs de là-bas, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Quand on est de l'autre côté, on a une vie, je vous dis, pendant 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, sauf les gens qui ont eu des vies terribles. Par exemple, je connais un type qui était nazi durant la dernière guerre mondiale et qui s'est réincarné quasiment immédiatement. Je crois qu'il était mort en 44, il s'est réincarné en 46. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on n'a vraiment pas envie de rester de l'autre côté avec tout ce fardeau. On veut purger tout de suite, quoi. On veut passer. On va se coller un programme où on va bosser sur la fraternité, sur les autres, sur tout ça, sur des tas de choses. Mais en général, on reste beaucoup plus longtemps. On évolue de l'autre côté. On change, on évolue. On a une vie de la même façon qu'on a une vie ici. Et ensuite, à la fin de cette vie de l'autre côté, de cette vie désincarnée, on va se préparer son programme d'incarnation pour descendre sur Terre, où les conditions d'évolution sont différentes, sont à la fois plus difficiles, mais on avance plus vite sur Terre que de l'autre côté. Parce que sur Terre, c'est dur. Complètement, on a oublié que c'était un jeu vidéo. Là, c'est une galère, hein. C'est pas forcément une vallée de larmes, comme disent, mais quand même, c'est pas forcément évident. Et on va se faire son programme. On va se faire son programme. On a une image de soi, c'est comme une image en 3D de soi, je vous dis, comme une sorte de pulse, et on voit les niveaux de compréhension, on voit quelles sont nos zones de faiblesse, est-ce que c'est dans la relation à l'autre, est-ce que c'est dans la volonté de puissance, est-ce que c'est dans l'ego, qui est une très bonne chose, l'ego, il faut arrêter de dire du mal de l'ego. Ah oui, justement, expliquez-nous, alors, ego et individualité, quelle est la différence ? L'ego, c'est moi-je, c'est-à-dire que si tout le monde était capable d'avoir un ego, si tout le monde était capable de dire moi-je, il y aurait quand même beaucoup moins de gens qui auraient suivi Hitler, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Penser par soi-même. Les gens qui suivent les fatwas, les gens qui suivent toutes ces choses dures qui sont dans la croyance, où on va dire c'est comme ci, c'est comme ça c'est la vérité, les autres c'est des pourris, il faut tous les éliminer. Ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas formé un ego. Ils ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Donc les gens disent « Ah oui, mais ça c'est l'ego, c'est une mauvaise chose ». Non, c'est une mauvaise chose quand on en a trop, mais il faut avoir un ego. C'est-à-dire il faut être capable de raisonner et de juger, de discerner toutes les choses par soi-même. La spiritualité, ça n'est jamais la croyance. Ça n'est jamais appliquer des règles qu'on ne comprend pas. C'est le Bouddha qui disait ne crois rien sur la parole d'un sage ou d'un maître ou d'un livre ou de qui que ce soit. Chaque chose qu'on te propose, expérimente-la, et si elle te paraît bonne, alors retiens-la pour un acquis et pour une vérité. Donc, si vous voulez, quand on a un ego, pendant un certain temps, il faut que cet ego se construise, on est un petit peu égoïste, mais c'est une phase de construction, et après, une fois qu'on aura bien pensé à soi, c'est comme tout, c'est un phénomène de saturation physique. À force de penser moi, on s'aperçoit que ça ne fait pas le bonheur, que ça ne nous rend pas heureux, et on va forcément se tourner vers les autres et avoir des buts différents, plus élevés, etc. Mais il faut qu'il y ait cet ego. De toute façon, faut s'aimer soi-même pour aimer mieux les autres. Exact. Est-ce que l'ego, on le conserve de l'autre côté ?
Pas l'ego tel qu'on l'entend nous ici, là, mais ce qu'on appelle, ce que Jung appelle l'individualité. Donc l'individualité. Oui, l'individualité, oui, on va le garder. Mais on va le garder, mais plus on avance, plus ça va c'est dans des choses très subtiles. Notamment, on perd toute la mémoire de tout ce qu'on a fait. Et c'est tant mieux, hein, la mémoire de tas de choses, du feuilleton physique, des émotions, de ceci, de cela. Mais ça construit, je veux dire, notre particularité. Chacun a ses talents, il est doué pour des choses et d'autres. Mozart, il n'est pas devenu Mozart d'un seul coup. Hein. Il fait un bout de temps qui bossait dans la musique avant, quoi. Tous les gens qu'on appelle des génies sont juste des gens qui ont plus bossé dans les vies précédentes, les Vinci, les gens comme ça. Voilà, ils n'arrivent pas comme ça d'un seul coup, tac. Non, c'est le résultat de tout ce qui est avant, ce qui les a construits, ce qui perdure. Et chacun, a une individualité. En effet, chacun est différent des autres. Est-ce qu'on a un accès à ce qu'on appelle les dossiers akashiques? Ici, pas plus que ça. Il y a des médiums qui vous disent qu'ils ont accès, tout ça et tout, à vérifier, plus ou moins. Ça dépend de qui on a affaire. Il y a des gens qui sortent en astral et qui n'ont pas accès. Il y a des gens qui sortent en astral et qui ont accès. Ça dépend de son niveau de conscience. Il y a des gens, s'ils avaient accès à ça, ça va les casser. Il y a d'autres gens, ils sont tout à fait prêts à recevoir un certain nombre d'informations concernant le monde ou qui les concernent, et ils vont pouvoir consulter les archives akashiques. J'ai connu un papy très avancé qui lui ne sortait plus en astral, il fermait les yeux et comme une visionneuse, l'astral se déroulait devant lui et il allait chercher dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'infosphère, c'est-à-dire la sphère de l'information, toutes les informations qui l'intéressaient. Il avait accès direct à ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Donc là, il y a toute la mémoire de l'univers. Il n'y a rien. Vous savez, si vous avez aujourd'hui des bonus dans les DVD, c'est-à-dire c'est nous qui les avons faits, imaginez ce qu'ils sont capables de faire là-haut. Oui, tout à fait. Tout est enregistré au moindre sentiment près il y a 10 000 ans, votre 125e vie avant, le dossier, il est bétonné, il est complet, il est en haute définition, et il y a chaque détail. Tout ça est inscrit. Il n'y a pas, on n'est pas dans un monde physique, il n'y a pas de problème de stockage de mémoire. C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors même si un jour, étant décédé, même évolué, on a envie d'avoir accès à ces dossiers, on le peut. Les mémoires akashiques. Oui, bien sûr, on peut. Voilà. Si on trouve la clé d'accès, si on a l'adresse Google, faut la demander. Ah oui, vous l'avez demandé. Oui, ça c'est un copain qui voyageait en astral, qui dit j'en ai marre de galérer dans mon boulot, je gagne mal ma vie, soyez sympa, donnez-moi les numéros du loto. Oui. Ils lui ont donné les 3 premiers numéros, et après il a fait mais avec 3 je vais rien gagner. Là, à ce moment-là, l'entité ou ce que vous voulez qui était en face de lui a éclaté de rire. Oui. Et en effet, les 3 numéros qui sont sortis étaient les 3 premiers numéros. Et ils ont dit attends, il y a des règles du jeu, c'est tout. Ah tout à fait. C'est pas là pour gagner au loto. Ah non, tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des projets d'écriture? Oui, là je vais sortir un livre bientôt sur le voyage, mais sur la dimension mythologique du voyage, mais le voyage normal, le voyage, pas le voyage astral. Il va sortir à la rentrée, voilà. Je ne peux que conseiller, parce qu'il fait toujours référence, c'est toujours celui qu'utilisent les gens, malheureusement, parce que personne ne s'est intéressé de manière, je dirais, aussi approfondie. Il y a toujours le voyage astral aux éditions du Rocher, qui raconte toutes ces recherches que j'ai faites et qui n'ont pas énormément avancé depuis. D'accord. On peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site? Est-ce que j'ai un site sur Internet? Non, pas plus que ça. Pas qui traite de ces affaires-là. Non. En revanche, éventuellement, vous pouvez donner mon adresse mail s'il y a des gens qui ont des peurs ou des gens qui veulent me questionner là-dessus. Je ne sais pas si vous le faites. Si, les gens, on donne les références. L'adresse mail, vous pouvez la laisser. D'accord. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs qui sont en recherche de preuves et de vérité? Voilà. L'au-delà est-elle meilleure que l'eau d'ici? C'est une bonne question. Eh bien, la vérité est qu'elle est bonne, elle est chaude, mais bon, il faut l'avoir méritée avant. De toute façon, qu'on croit au voyage astral ou pas, on le pratique tous, et on le pratiquera en toute conscience au moment de sa mort, et pour ceux qui n'y croient pas, ce sera une excellente surprise. Voilà, une surprise, c'est un fait. Sauf à nourrir des pensées très sombres. Ils vont les entraîner, justement, ils vont se retrouver dans ce niveau de pensée-là. Voilà. Merci Jérôme Bourgine d'avoir participé à cette émission, et une prochaine fois sur cette antenne. Au revoir. Merci Alain, avec plaisir, et bonne continuation à tous les auditeurs. À bientôt, au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion.
Fréquence Évasion.